Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons du VIH-Sida et du mariage. De plus en plus, le test du sida fait partie des examens prénuptiaux exigés par les personnes souhaitant se marier. Dans beaucoup de cas, si l'un des partenaires a le VIH-Sida, il n'y a pas mariage. Parce que c'est important, on ne peut pas engager une vie à la mort, au nom de l'amour. Et malgré la séropositivité de certains partenaires et les risques de contamination, certains choisissent quand même de se marier. Je protège ma femme. Chaque fois, s'il y a besoin de l'engrosser, nous allons à l'hôpital. On lui donne ces médicaments-là. Je peux faire l'amour sans préservatif. Je suis père de 6 enfants. Ils sont tous négatifs. Peut-on vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs? Nous avons posé la question à un médecin. Pour ce type de couple, nous conseillons le plus souvent les consultations continues pour qu'ils aient de moindres risques. C'est pourquoi d'ailleurs nous encourageons les patients de prendre toujours leur traitement, de les respecter. Restez à l'écoute de ce programme si vous voulez en savoir davantage. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 14 milliards de dollars seront nécessaires entre 2020 et 2022, selon le Fonds mondial de lutte contre ces 3 maladies. Effectivement, ces fonds vont contribuer à sauver 16 millions de vies selon l'organisation. C'est la France qui accueillera la prochaine conférence de financement du Fonds mondial à Lyon le 10 octobre prochain. C'est à cette occasion que des fonds seront levés pour la période 2020-2022. À quelques mois de cette conférence, le président français Emmanuel Macron a rappelé son engagement pour mobiliser la communauté internationale en faveur de la stratégie d'investissement proposée par le Fonds mondial, selon un communiqué de l'Élysée. Cependant, Firmin, l'enveloppe de 14 milliards de dollars est jugée insuffisante par les ONG. Tout à fait, Rosine. Dans un communiqué, des ONG dont Coalition Plus, Aide aux médecins du monde ont fustigé un manque de courage politique de la part du chef de l'État français dont les conséquences seront dramatiques pour les personnes concernées par ces 3 pandémies. Pour ces ONG, entre 16,8 à 18 milliards de dollars devaient être investis pour mettre fin aux 3 pandémies d'ici 2030, un objectif de l'ONU. Rappelons que le fonds est un partenariat entre États, organisations de la société civile, secteur privé et malades. Il investit près de 4 milliards de dollars par an, venus à 95% des autorités publiques pour soutenir des programmes de santé publique menés principalement par des experts locaux. Les principaux contributeurs sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Comment nourrir sainement 10 milliards d'humains d'ici 2050 tout en préservant la planète? Des experts viennent de se pencher sur la question dans un rapport co-réalisé par la revue médicale de l'Lancet et la fondation HIT. Pour ces experts, Rosine, il faut diviser par 2 la consommation mondiale de viande rouge et de sucre et doubler celle des fruits, des légumes et des noix. Selon ces mêmes experts, un tel régime permettrait d'éviter environ 11 millions de décès prématurés par an dans le monde, soit un 5e du nombre total de morts, alors que la population mondiale atteindra 10 milliards d'individus d'ici 2050. Il serait également bon pour la planète puisque la production alimentaire mondiale menace la stabilité de notre système climatique et nos écosystèmes. Les régimes alimentaires actuels poussent la Terre au-delà de ses limites et sont source de maladies. Ils sont une menace à la fois pour les gens et pour la planète, écrivent les auteurs. Ce rapport, qui a mobilisé pendant 3 ans 37 experts de 16 pays, suscite déjà des réactions, Firmin. Oui, Rosine, le rapport a été fraîchement accueilli d'abord par l'industrie agroalimentaire. Il fait des propositions extrêmes pour attirer un maximum d'attention, a réagi Alexander Hatton, responsable de l'association laitière européenne. Ce rapport veut dénigrer l'élevage et le porter en premier responsable du changement climatique pour masquer la responsabilité des multinationales industrielles, a dénoncé la coordination rurale, 2e syndicat agricole français. De son côté, l'association américaine des producteurs de porc juge que les auteurs du rapport devraient plutôt appeler l'Union
européenne a renoncé à son principe de précaution draconien qui empêche l'utilisation de nouvelles technologies et des pratiques de production modernes. Merci Firma. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Connaître son statut sérologique est l'une des clés dans la lutte contre le VIH-Sida. Pour certains, ce statut a valeur de test pour la vie en couple. En effet, de nombreux partenaires inscrivent la sérologie VIH comme l'un des examens prénuptiaux indispensables avant le mariage. Dans certains cas, la séropositivité de l'un des partenaires met un terme au projet de mariage, l'autre partenaire ayant peur d'être contaminé ou d'avoir des enfants séropositifs. Peut-on vivre une sexualité normale quand l'un ou les deux partenaires sont séropositifs? Comment réduire les risques de transmission du virus aux enfants? Pour en parler, nous recevons le Dr Philippe Kyunyu. Il est médecin généraliste à Beni, en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Dr Philippe Kyunyu, bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà reçu des couples qui font les tests du VIH ensemble avant ou pendant le mariage? Bien, merci pour la question. Oui, en fait, nous en avons déjà reçu plusieurs. Et est-ce que, selon vous, les statistiques sérologiques des compagnons préoccupent vraiment les Congolais qui veulent se marier? Oui, dans la plupart des cas, les jeunes qui veulent s'engager pour le mariage, ils sont soit envoyés par les églises, soit eux-mêmes pour connaître leur statut sérologique. Ce n'est pas pour dire que c'est tous les couples qui veulent s'engager, mais une grande partie quand même est sensibilisée et engagée à connaître les statuts sérologiques avant de s'engager dans le mariage. Et quelles sont, selon vous, les difficultés qui peuvent se poser pour un couple sérodiscordant ou dans lesquels les deux conjoints vivent avec le VIH-Sida? Le plus grand problème, c'est par rapport aux convictions personnelles. Et que donc, pour un couple qui vient, par exemple, demander les examens prénuptiaux, et que après résultat vous trouviez qu'il y a un qui est séropositif, le plus grand problème c'est le choc de recevoir ce message, parce que c'est un résultat qui traumatise, qui déprime un peu. Mais alors l'essentiel dans ces couples c'est l'autodétermination, mais aussi l'autoconnaissance. Quand vous vous comprenez vous-même, vous connaissez votre résultat, c'est important de les communiquer à votre partenaire, et si le partenaire est partant, le plus souvent nous ne voyons pas de problèmes, parce que nous en avons vu beaucoup de couples qui sont venus, ils sont discordants, et que l'un accepte que j'irai avec mon mari, ça ne dérange pas. Si c'est la femme, si c'est l'homme, je dirais j'irai avec ma femme, ça ne dérange pas. L'essentiel ici, c'est de ne pas se laisser influencer par l'entourage, puisque les problèmes de couple, c'est d'abord un problème entre deux personnes. Et si vous vous croyez, vous vous aimez pour de bon, je ne vois pas pourquoi la séropositivité peut être un problème de ne pas s'unir dans le mariage. Alors, comment vivre sa sexualité et faire des enfants séronégatifs pour ce type de couple? Pour ce type de couple, nous conseillons le plus souvent les consultations continues avec leur médecin, parce que en tant que médecin, nous avons toujours quelque chose à dire à des couples pareils pour que ils aient de moindres risques d'avoir des enfants séropositifs. C'est que la science n'exclut pas qu'un couple séropositif et des enfants séronégatifs. C'est pourquoi d'ailleurs nous encourageons les patients séropositifs de prendre toujours leur traitement, de les respecter et de respecter surtout les conseils de médecins qui les suivent. Y a-t-il des précautions supplémentaires à prendre pendant la grossesse et après les naissances des enfants, des couples dans lesquels l'un ou les deux partenaires sont séropositifs? Pour les enfants issus des couples discordants, les parents doivent toujours se mettre en tête que les manœuvres de contamination ou les chances, les risques de contamination sont élevés, surtout si la personne séropositive n'est pas sous ARV ou si elle ne respecte pas son traitement. Donc, il faut éviter à ce que ces enfants
soit en contact beaucoup trop longtemps avec les éléments susceptibles de les contaminer, et que donc tout tourne autour du respect des conseils tels que donnés par le médecin. Il existe souvent des services de conseil et d'assistance psychologique dans les hôpitaux. Comment ces services peuvent-ils aider les couples qui sont sur le point de se marier et qui redoutent les tests du VIH/SIDA? C'est d'abord les encourager les personnes à connaître leur sérologie, parce qu'en fait, quand vous vous engagez dans les mariages, c'est pour le bien de vous deux d'abord et le bien de la communauté. Et que donc les services médicaux, mais aussi les psys, ils doivent toujours se mettre à encourager ce couple, et pas seulement les couples, parce que les VIH, c'est un problème mondial, mais aussi ça intéresse et les couples et les non-couples. C'est-à-dire, c'est encourager toute personne à connaître d'abord sa sérologie pour être sûr de soi-même par rapport à cette maladie pandémique. Alors enfin, quelles peuvent être les stratégies pour les gouvernements et les communautés, je vais dire église, la mairie, famille, pour encourager les jeunes à connaître leur statut et ceux de leurs compagnons avant le mariage? Pour le gouvernement, je pense que le gouvernement a déjà pris une certaine mesure d'avance par rapport à encourager les jeunes. Il y a des émissions radio qui passent, même à la télévision. Il y a tout un programme de lutte contre les VIH/SIDA. Donc, au travers tous ces éléments, le gouvernement a pris quand même de bonnes initiatives pour encourager la jeunesse, mais aussi la population congolaise à voir les dangers qu'il y a de contracter la maladie à VIH. Alors, pour les églises, ici, je vais attirer l'attention surtout de certaines églises, parce qu'il y en a certaines qui n'insistent pas sur les tests ou les examens prénuptiaux. Et dans les examens prénuptiaux, il ne sera pas toujours question seulement du test VIH. Il y a aussi d'autres maladies qu'il faut dépister chez le couple. Je parlerai à passant de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc il faut pas seulement que les églises insistent sur un certain nombre de tests, mais il faut que l'église voie large. Mais je vais encore revenir sur l'église pour que l'église multiplie aussi pendant les heures de culte qu'on donne aux agents sanitaires de sensibiliser la population sur l'impact, mais aussi les méfaits dévastateurs du VIH. Donc les églises doivent aussi continuer à sensibiliser. Je sais qu'il y a certaines églises qui ont à leur sein des programmes de lutte contre le VIH, mais c'est ici l'occasion d'en appeler encore à toutes les autres églises qui se passent de ces tests, d'encourager leurs jeunes de se faire dépister. Mais aussi je vais revenir surtout du côté de l'État. Il faut disponibiliser tous les éléments nécessaires par rapport à la prise en charge, mais aussi à la prévention du VIH/SIDA. Nous remercions le docteur Philippe Kiuniu. Il est médecin généraliste à Béni, en République démocratique du Congo. Il était au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Pourquoi faut-il faire le test du sida avant le mariage? Quelle serait votre réaction si votre partenaire est séropositif? Nous avons posé ces questions à quelques-uns de nos auditeurs en RDC. Voici leurs réponses recueillies par nos correspondants à Kinshasa et à Lubumbashi. Bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce que vous accepteriez d'épouser un partenaire qui est séropositif? Non. Pourquoi? Parce que je vais bousiller ma vie. Je vais trouver quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Et si par exemple vous êtes dans une relation, vous ne saviez pas qu'il était séropositif, vous tombez amoureuse et puis plus tard vous apprenez qu'il est séropositif, qu'est-ce que vous allez faire? Là j'ai plus le choix, je me colle à lui. Si je savais bien avant, là je ne veux pas me mettre dans cette relation. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Accepteriez-vous d'épouser un homme qui est séropositif? Non. Pourquoi? Parce que dès la minute que j'apprends qu'il est malade, moi ça va me faire peur et je voudrais pas non plus être malade. Donc je crois que je vais arrêter cette relation. Si je l'aime et que je suis malade, là je continue avec lui. Mais si je l'aime, je suis pas malade, j'arrête. Et si on inversait les rôles, si c'était vous qui étiez séropositive et que votre partenaire est séronégatif, qu'est-ce que vous feriez? J'aimerais bien qu'il m'aime, mais j'aimerais pas qu'il soit malade, lui contaminer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est la décision que vous allez prendre? Je vais accepter, je sais pas, mais
Je vais le laisser partir, même si ça va me faire mal, mais je pourrais accepter qu'il voit d'autres femmes, mais qu'il m'aime aussi, parce que je sais que j'aurais envie d'être aimée, je crois bien. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Est-ce que vous accepteriez d'épouser une femme qui est atteinte du VIH-Sida? Non madame, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce qu'elle a le virus VIH-Sida et je ne peux pas donc accepter une telle femme parce que je risque d'être infecté aussi un jour. Et l'amour ne peut pas supporter le fait qu'elle soit atteinte? Bon, quand bien même l'amour, mais aussi cette maladie, elle est tellement dangereuse et je ne peux pas me livrer à cette pratique-là. Mais vous pouvez toutefois vous protéger. On s'est protégé, certes, mais aussi, rassurez-vous que ces protections-là, elles ne sont pas bonnes. Quand même, on peut parler de préservatifs et quoi qu'on sort, mais tout ça ne donne plus du tout confiance. Hein. C'est un peu ça. L'homme et la femme doivent connaître leur statut sérologique. Donc savoir si l'homme a le VIH-Sida ou la femme a le VIH-Sida. Parce que dans beaucoup de cas, si l'un des partenaires a le VIH-Sida, il n'y a pas mariage. Et il y a certains qui l'acceptent selon leur consentement. Ou bien quand on le fait, on trouve que les deux ont le VIH, ils peuvent décider de se marier. Le VIH-Sida tue. Je conseille à ceux qui veulent se marier de toujours faire le dépistage. Parce que c'est important. On ne peut pas engager une vie à la mort, au nom de la mort. Donc je leur donne conseil tout au début de commencer par faire le test de dépistage du VIH-Sida pour connaître les statuts sérologiques. Si c'est positif pour l'un des partenaires, je conseille d'arrêter, à moins qu'ils donnent leur consentement et disent non, nous voulons continuer. Si c'est positif pour tous les deux, ils peuvent décider de se marier et voir comment ils vont évoluer. C'était là quelques réactions d'auditeurs à Kinshasa et Lubumbashi en RDC. Ils nous donnaient leurs avis sur le test du sida avant le mariage. Malgré les risques, certains partenaires acceptent de sceller et de poursuivre leur aventure conjugale. C'est le cas du couple Dianda. Joël est un séropositif qui a épousé une femme séronégative. Comment vivent-ils cette relation? Comment ont-ils fait pour surmonter leur peur? Écoutez le témoignage de Joël. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour, madame. Avez-vous informé votre conjoint que vous viviez avec le VIH-Sida avant le mariage? Avant le mariage, oui, parce que j'avais connu les rechutes. J'étais obligé que je l'informe au moins de ma santé, mais elle n'était pas sûre de ce que je lui disais. Comme on s'aimait, je l'avais amené chez le médecin pour que mon prestataire puisse parler avec elle et dépister aussi. Mais quelle a été sa réaction? Elle était mécontente, elle était vraiment découragée. Elle me demandait comment maintenant ça va se passer, comment on va évoluer. Moi, je n'avais pas des arguments. Après la casting de prestataire, elle s'est ressaisie, elle a commencé à venir me fortifier, me parler chaque fois. Et d'ailleurs aussi, j'existe jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette femme-là, parce qu'elle m'avait beaucoup aidé. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait trouvé cette façon de réagir. Hein. Elle était devenue très courageuse, elle m'avait fortifié. Et c'est comme ça qu'elle avait fait remonter ma conscience et puis nous nous sommes mariés. Comment faites-vous pour vivre votre sexualité et faire vos enfants malgré les risques? Pour moi, je dis que les risques sont minimisés avec la charge virale supprimée. Mais je protège ma femme avec la prise de médicaments qu'on lui prescrit par mon prestataire. Chaque fois, s'il y a besoin de l'engrosser, nous allons à l'hôpital. Il y a certains, on appelle ça pré-test, hein. On lui donne ces médicaments, il commence à prendre 1 mois, 2 mois, là, je peux commencer à faire l'amour sans préservatif. Je suis père de 6 enfants, ça fait plus de 17 ans que je suis à côté de ma femme. Il y a des fois, on peut aller sans gants et ça passe. Et après 3-4 mois, il part se tester et trouve que le virus n'est pas dans son corps. C'est sûr que je fais un effort de l'épargner parce que vivre avec le virus, c'est pénible parce qu'il faut prendre le médicament chaque jour. C'est embêtant, mais on est obligé. Donc, parmi vos enfants, aucun n'est porteur du virus, c'est ça? Mes enfants sont tous, ils sont négatifs. Ma première fille a 16 ans et mon bébé, il a 4 mois. J'ai 2 garçons, 4 filles. Ils sont tous négatifs. Est-ce qu'ils savent? Ils sont au courant de cette situation? Oui. Moi, je suis informé du VIH. Normalement, je dois aussi apprendre à mes enfants à bas âge qu'il existe le VIH. Tous mes enfants savent que moi, je prends les ARV. Pourquoi? Parce que si leur maman n'est pas là, c'est par exemple ma fille, la aînée, c'est elle qui me sert.
Le soir, quand il est 19h, parce que je prends mes médicaments chaque fois à 19h, quand il est 19h, par là où se trouvent les molécules, elle prend, il vient me donner. La grande fille m'avait demandé un jour, mais papa, pourquoi vous prenez chaque fois ces médicaments? Et j'étais obligé de lui dire non, je suis aussi porteur. Le VIH que je vous ai toujours dit, là, moi aussi je suis porteur. Mais papa, comment est-ce que tu avais eu ce VIH? Elle m'a dit, ma fille, je ne sais pas. On m'avait dépisté aussi quand j'avais 26 ans. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai pratiquement 46 ans. Donc il y a 20 ans que j'ai eu avec le VIH dans le corps. Mais je ne sais pas quand est-ce que j'avais eu. Ma fille était stupéfaite. Mais papa, mais est-ce que ça en termine? Mais nous, je prends les médicaments ici, c'est à vie, je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer. Donc ils comprennent au moins que c'est une vie réelle. Il y a même mon garçon qui a pratiquement 10 ans, il a parlé à son enseignant que notre papa, elle s'est un peu vivée, il vit positivement. Et son enseignant était stupéfait, il est venu vite me voir. Je lui ai dit oui, c'est qui te gagne, oui. Un petit conseil aux couples qui sont dans le même cas que vous ou un couple dans lequel les deux partenaires sont porteurs du VIH/SIDA. Je parle surtout sur les hommes, parce que nous, au moins, les femmes nous acceptent facilement, mais les hommes n'acceptent jamais les femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des sérieux problèmes avec leurs femmes quand ils apprennent que sa femme est séropositive. Et il part se faire tester, il trouve que lui n'est pas porteur de virus. Il risque même de rejeter la femme ou bien divorcer. Il y a beaucoup de gens qui stigmatisent leurs femmes dû à leur statut. Mais ce que moi je sais, il est possible de vivre avec le VIH. C'est un problème d'accompagner votre partenaire, de soutenir, soit vraiment vigilant sur l'adhérence et l'observance. Si elle prend bien ses médicaments, la vie continue. Prenez vos médicaments quotidiennement, chaque jour, respectez le temps, respectez les heures. Vous allez vivre comme tout le monde et personne ne saura même pas que vous prenez les heures. Un petit conseil que je peux donner à tout le monde, vraiment, le VIH, c'est une réalité. Bon, ce n'est pas une histoire à imaginer ou bien à dire que c'est la sorcellerie ou bien à dire que c'est dans le monde des ténèbres. Non, c'est une réalité. Quand on m'avait dépisté, j'avais pratiquement 26 ans, donc j'étais encore trop jeune. C'est pour dire que si vous prenez vos ARV quotidiennement, régulièrement, vous respectez votre dose, vous allez vivre comme tout le monde. Nous remercions Joël Dianda pour son témoignage. Il était au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je suis Mervedi Kalmer, étudiant à l'université officielle de Semuliki, située à Beni, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans la plupart des cas, les enfants orphelins vivant avec le VIH sont des personnes désarmées moralement. Alors j'aimerais savoir quel comportement l'entourage d'un tel enfant peut-il adopter pour lui donner espoir et pour qu'il ne soit plus stigmatisé. Ce que je peux répondre à Calmer, c'est que les enfants orphelins vivant avec le VIH du sida souffrent déjà d'un manque d'amour du fait qu'ils sont orphelins, ils ont perdu un parent et parfois leurs deux parents. Ces enfants-là aussi souffrent d'une maladie qui est le VIH-Sida pour laquelle, comme il a si bien dit, ces enfants sont souvent stigmatisés. Ce qui les rend d'ailleurs très vulnérables et cette vulnérabilité vient du fait qu'ils sont effectivement très souvent désarmés moralement comme Calmer le constate. Le comportement que l'entourage familial ou que ce soit l'entourage de la famille d'accueil, parce que parfois ces enfants sont placés dans des familles d'accueil du fait qu'ils sont orphelins et non plus de parents. Donc le comportement que l'entourage doit avoir doit être dans un premier temps un comportement affectueux. C'est-à-dire que l'entourage de ces enfants doit leur témoigner de l'amour. Ces enfants étant orphelins ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de cet amour-là qu'ils ont perdu de leurs parents biologiques. Ils ont besoin de retrouver cet amour-là à travers notre comportement, à travers notre façon d'agir vis-à-vis d'eux. Ces enfants ont aussi besoin que nous puissions écouter leurs souffrances parce qu'ils souffrent. Ils souffrent du fait qu'ils sont orphelins, ils souffrent du fait qu'ils se trouvent un tout petit peu malades. Ils ont besoin d'écouter leurs souffrances.
De ce fait, ils ont besoin de notre protection. Nous devons les protéger contre la stigmatisation pour laquelle ils sont souvent victimes. Nous devons les protéger contre un certain rejet de la société. Nous devons leur protéger contre certaines discriminations dont ils sont victimes dans la société. Enfin, ces enfants-là ont besoin de notre assistance médicale. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent avoir un bon suivi de leur traitement, les inciter, les motiver à prendre le traitement parce que parfois ils sont gagnés par l'abandon. Et nous devons aussi leur apporter un certain soutien psychologique, un soutien psychosocial. Et ceci passe par le fait qu'on doit satisfaire leurs besoins économiques et surtout leurs besoins alimentaires. Ces enfants qui ont besoin d'une bonne nutrition. Et une nutrition pour ces enfants est fondamentale. Voilà ce que je pouvais répondre à Calmer par rapport à sa question. Bonjour docteur, je suis Hamza Bel Hadji, sportif au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. J'ai une préoccupation. Quelle espérance de vie a un orphelin enfant qui vit avec le VIH/SIDA quand on sait que l'espérance de vie d'un Congolais c'est de 54 ans? Merci. Ce que je peux répondre à Hamza, c'est que avec les dernières innovations en matière de traitement du sida, avec notamment le dépistage précoce suivi d'un traitement précoce de toutes les personnes dépistées, le traitement par antirétroviral est assez innovant et est révolutionnaire dans ce sens où il rend la charge virale quasiment indétectable. Et une personne qui est infectée par le virus du sida et qui a une charge virale indétectable est une personne qui est sur le plan de la santé comme une personne qui n'a même pas du tout une infection par le virus du sida. Si cette personne, notamment cet enfant-là, orphelin, bénéficie d'un bon suivi médical associé à une bonne prise en charge psychosociale, l'espérance de vie de cet enfant-là est égale à celui de la population générale. Et il peut même être supérieur à celui de la population générale dans ce sens que, ayant un suivi médical et ayant un suivi psychosocial, ce que ne bénéficie pas la population générale, il aura une tendance même d'ailleurs à vivre en bonne santé beaucoup plus longtemps que des personnes qui sont dans la population générale et qui n'ont aucun suivi. C'est pour ça que je peux répondre que l'espérance de vie d'un enfant qui naît avec le virus du sida peut même être supérieur à celui de la population générale compte tenu de ce suivi médical et psychosocial dont va bénéficier cet enfant-là dès sa naissance. Et dans ce suivi médical, il faut bien comprendre que le traitement antirétroviral devra être pris à vie et il faudra garantir à cet enfant-là une bonne nutrition, une nutrition équilibrée. Il faudra garantir à cet enfant-là un bon soutien psychologique. Il faudra garantir à cet enfant-là d'être bien inséré dans la société afin qu'il n'en souffre pas moralement par rapport à sa maladie. Voilà ce que je pouvais répondre à Hamza qui appelle depuis la RDC. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au VIH/SIDA et le mariage. De plus en plus, le test du VIH/SIDA fait partie des examens prénuptiaux exigés par les personnes désirant s'unir dans les liens du mariage. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Philippe Kiuniu, médecin généraliste à Beni en RDC. Il nous a expliqué l'importance de ce test et comment faire lorsque l'un ou les deux partenaires sont séropositifs. Nous avons aussi écouté le témoignage très intéressant de Joël Dianda, un homme séropositif vivant à Kinshasa. Il a épousé une femme séronégative et aucun de leurs enfants n'est contaminé. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchektiero et de Chang qui étaient à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.